Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et très bonne année à vous, cher Benjamin. Emmanuel Macron a promis hier soir dans ses vœux une année 2026 utile. Cette année peut-être et doit être une année utile, a-t-il martelé. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est affaibli, son majorité, et surtout dans la dernière ligne droite de son quinquennat. Comment vous, constitutionnaliste, vous analysez cela? Est-ce que vous diriez que cette volonté, cette promesse est tenable, réalisable, ou bien est-ce que vous êtes sceptique en ce début 2026 tant le chef de l'État ne semble plus être le maître du jeu? Alors, c'est plus un vœu qu'une promesse, en effet. Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de promettre quoi que ce soit, parce que, comme vous l'avez très bien dit, il n'a pas de majorité. Or, ce qui fait le pouvoir d'un président de la République, sa capacité à fixer un agenda que, au bout du compte, il ne fixe pas vraiment hier. C'est-à-dire que quand vous lisez notamment la liste des réformes et des enjeux qui sont ceux aujourd'hui présents, la plupart, c'est en fait une reprise de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu il y a quelques semaines. Donc on voit un Emmanuel Macron qui, au fond, renonce à fixer l'agenda et est plutôt, en effet, dans un vœu d'une vie politique française qui serait à peu près fonctionnelle pour que 2026 ne soit pas une année de mise à l'arrêt, notamment des réformes législatives, de l'action politique, ce qui là ne relève en fait pas tout à fait de lui. Il y a du renoncement dans ces vœux d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites ce matin? Il y a une forme de renoncement, oui. L'année dernière, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait subsumé l'idée potentielle d'un référendum, ou en tout cas d'une consultation. Il ne renonçait pas à fixer l'agenda. Il s'est essayé même de développer une forme d'agenda parallèle à celui du gouvernement pour tenter de marquer l'année qui serait l'année 2025. Là, au fond, on a un Emmanuel Macron qui est plus dans une logique d'accompagnement. Alors certes, il aborde des sujets qui sont des sujets structurants, la question notamment de la manipulation des élections, des réseaux sociaux, on va y venir, Benjamin Morel. Voilà. Mais il parle aussi du budget, et je cite le chef de l'État: dès les premières semaines de l'année qui s'ouvre, le gouvernement et le Parlement auront à bâtir des accords pour doter la nation d'un budget. C'est indispensable, dit-il. Mais Sébastien Lecornu ne veut pas utiliser le 49.3, il s'y est engagé. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en mesure de pousser son Premier ministre à activer le 49.3 ? D'un point de vue politique, d'un point de vue interpersonnel, il peut toujours poser évidemment le sujet sur la table. Ensuite, libre à Sébastien Lecornu de s'exécuter ou pas. Donc là, ça dépend en fait de l'influence du président sur son Premier ministre. Or, on sait que les rapports avec Matignon ont été très fluides, on sait qu'ils le sont de manière naturelle au bout de quelques mois, et visiblement c'est le cas aujourd'hui aussi, un peu moins. Et donc dans ce cadre-là, on a Sébastien Lecornu qui, probablement pour des raisons arithmétiques, en viendra utiliser le 49 alinéa 3, mais uniquement quand il pensera que pour lui ça ne signifie pas une censure. Donc à partir de là, au fond, l'avis et le poids d'Emmanuel Macron dans la balance est un facteur certes, mais un facteur presque secondaire. Je serai jusqu'à la dernière seconde au travail, dit Emmanuel Macron, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous m'avez confié. Est-ce que la question d'une démission du chef de l'État, d'une présidentielle anticipée, est définitivement écartée en ce début 2026 ? C'est pas la première fois que dans une allocution, dans un discours, il écarte cette possibilité. Donc à partir de là, elle est tout aussi écartée qu'il y a quelques mois. Ça n'empêchera pas potentiellement certains candidats putatifs qui viennent de l'opposition, mais également des rangs macroniens. Évidemment, on pense à Édouard Philippe, oui, de peut-être revenir à la charge. Mais l'autre question, c'est si demain, justement, le 49.3 est mis en place, il y a une censure du gouvernement Lecornu, ce n'est pas impossible que le chef de l'État se retrouve de nouveau sous pression. Alors non, mais après il peut tout à fait nommer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, au fond, aujourd'hui, l'idée qu'il puisse y avoir une présidentielle anticipée n'est pas forcément quelque chose qui débloquerait le système. C'est-à-dire que si vous avez une présidentielle anticipée, fort bien, mais derrière, il n'est pas certain qu'une dissolution donne non plus de majorité. Vous avez qui plus est beaucoup de candidats qui sont dans une forme de pré-campagne actuellement, et donc il n'est pas certain que ça arrange fondamentalement
tout le monde dans l'échiquier politique. Donc oui, il peut y avoir une pression vers la démission. On n'a pas encore atteint le stade d'ingouvernabilité qui ferait que ce soit quelque chose qui s'imposerait pour Emmanuel Macron. Oui, mais en termes de calendrier, d'un point de vue constitutionnel, c'est totalement impossible ou ça reste envisageable? C'est envisageable, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que s'il démissionne, vous avez des élections dans le mois qui suit, et ensuite potentiellement une dissolution qui donnerait lieu à une élection législative un mois plus tard. Donc c'est possible, mais reste la question de l'opportunité, et puis 2, c'est quelque chose qui dépend uniquement du souhait d'Emmanuel Macron. Et ce souhait, il semble ne pas exister au vu de la déclaration réitérée hier. Benjamin Morel, je rappelle que vous êtes constitutionnaliste. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron hier soir lorsqu'il se posait en garant d'une présidentielle sereine. À la fin de l'année, s'ouvrira peu à peu la prochaine campagne pour l'élection présidentielle de 2027. La première à laquelle je ne participerai pas depuis 10 ans. Pour autant, je serai jusqu'à la dernière seconde au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous m'avez confié. Et je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule le plus sereinement possible, en particulier à l'abri de toute ingérence étrangère. Benjamin Morel, quel est exactement le rôle constitutionnel du chef de l'État dans une élection où il n'est plus candidat et est-ce qu'il peut intervenir sans être accusé, lui, d'influencer la campagne ? C'est un rôle qui reste assez réduit en réalité, c'est-à-dire que le garant du bon fonctionnement d'une élection, c'est à la fois le ministère de l'Intérieur qui a un rôle d'organisation et qui ensuite, à travers notamment les préfets, va contrôler les opérations électorales, et de l'autre côté le Conseil constitutionnel qui est juge de l'élection qui aura ensuite à examiner si les conditions, la sincérité du scrutin ont été remplies à dessein de proclamer les résultats et de valider l'élection. Donc le rôle du chef de l'État est en soi limité. Ce qu'a en tête Emmanuel Macron, c'est évidemment tout le travail qui est le sien sur la régulation des réseaux sociaux, la régulation potentiellement également du champ médiatique, dont il pense que ça peut être quelque chose qui influencerait les futures élections. Oui, c'est ce que vous comprenez dans ses propos. C'est ce qui est entendu, c'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui, au fond, renonce à beaucoup de sujets, renonce à intervenir sur la plupart des grands domaines de l'agenda, mais se réserve un certain nombre de sujets qu'il compte investir. Ce sujet, il investit déjà depuis plusieurs mois, et il va probablement vouloir, notamment en vue de 2027, continuer à le creuser. Benjamin Morel, pour conclure, autre propos du chef de l'État, nous irons au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie. Ce texte doit revenir au Sénat courant janvier. En mai dernier, Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il pourrait convoquer un référendum sur la légalisation du suicide assisté si la discussion parlementaire venait à s'enliser. Est-ce qu'un référendum est encore possible, ou bien compte tenu du temps qu'il reste, c'est désormais inenvisageable ? Constitutionnellement, un référendum sur la fin de vie, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si ça rentre dans le champ de l'article 11, pour une raison simple, c'est que vous dépénalisez certains actes, notamment l'acte d'euthanasie, et donc dans ce cadre-là, la consuélité d'un tel référendum interrogerait. Ensuite, d'un point de vue calendaire, oui, c'est possible, mais quand est-ce que ce serait opportun? C'est-à-dire probablement pas de manière concomitante avec les élections municipales, et ensuite on rentre en campagne présidentielle. Donc un tel référendum heurterait la campagne présidentielle. Donc c'est possible. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui à ce stade-là serait tout à fait opportun? C'est pas certain. Des voix au sein de la majorité laissent entendre que ça serait plus une façon de pousser le camp des anti-fins de vie qui apparaît marginal dans l'opinion, mais pourrait avoir du coup un écho et une aura dans le cadre de la campagne, et que donc mieux vaudrait régler la chose au Parlement. Donc pour toutes ces raisons, j'ai un peu de mal à croire qu'il y ait un référendum sur ce thème. Merci Benjamin Morel, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Très bonne journée à vous.